L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Un beau soir, l'avenir s'appelle le passé. C'est alors qu'on se tourne et qu'on voit sa jeunesse. Ce vers d'Aragon est peut-être la clé du choix des jurés du Nobel qui auraient voulu se rappeler la leur. Certains espéraient encore, comme chaque année, que l'Académie suédoise finirait par distinguer Philippe Roth, Don DeLillo ou un autre représentant du grand roman américain. Et le 114e prix Nobel de littérature a été, vous le savez, attribué à Robert Allen Zimmerman, plus connu sous le nom de Bob Dylan, récompensé, je cite, pour avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine. Alors si les jurés Nobel voulaient déclencher une polémique planétaire, eh bien c'est réussi. Depuis jeudi, partisans et adversaires de ce choix, destiné d'ailleurs à surprendre, voire à choquer, s'affrontent à coups de tribunes et d'éditorial dans les journaux du monde entier. Et tandis que Barack Obama, Alain Juppé et Salman Rushdie ont félicité le lauréat et salué en lui un véritable poète, Pierre Assouline voit dans ce choix des Nobel un véritable bras d'honneur à la littérature et Annie Ernaux le signe que ce qui est proprement littéraire se dissout. Alors on se dit, Alain Finkielkraut, que l'auteur de La défaite de la pensée répugnera à accorder le statut d'œuvre littéraire aux 700 chansons dont nous connaissons tous quelques strophes, et je tenterai de me faire l'avocat du diable rocker. Et nous parlerons ensuite de l'adresse au pays publiée par les évêques de France et de leur plaidoyer en faveur d'une société multiculturelle. Mais commençons par le Nobel de Dylan. Alors Alain Finkielkraut, vos nombreux followers, ceux qui vous suivent sur internet, savent déjà, semble-t-il, dans quel camp vous vous rangez, car circule une vidéo que je n'ai pas réussi à ouvrir, mais dont j'ai déjà vu des commentaires. Alors, d'abord, j'aimerais savoir, avant peut-être d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous aimez Bob Dylan ? Et vous n'allez pas répondre. Non. Je suis papy scrogneux. Tout le monde s'attend donc, et vous la première, Elisabeth, à ce que je crie au scandale, que je me drape dans ma vertu outragée de défenseur de la haute culture, et que j'explique pour la 18 millionième fois qu'une paire de bottes ne vaut pas Shakespeare. Je voulais bien préparer. Hein. J'aurais adoré, je dois dire, oui, décevoir cette attente et en vieux schnock indigne, célébrer l'audace du jury Nobel, d'autant qu'en effet, j'ai écouté Dylan dans ma jeunesse, j'ai aimé ça. Eh bien non. Cela m'est impossible, au risque même de passer pour carrément gaga, je dirais que ce choix est un indice annonciateur de la fin. Personne ne vous traitera de gaga ici. La fin des temps modernes européens. En 1983, Kundera publiait un article sur la tragédie de l'Europe centrale et il écrivait qu'au Moyen-Âge, l'unité de l'Europe reposait sur la religion commune. Dans les temps modernes, quand le dieu médiéval se transforma en Deus absconditus, la religion céda la place à la culture, qui devint la réalisation des valeurs suprêmes par lesquelles l'humanité européenne se comprenait, se définissait et s'identifiait. Donc les temps modernes, c'est l'âge de la culture. Le Moyen-Âge, il y a une Europe fondée sur la religion, une Europe chrétienne. L'Europe se perpétue, mais effectivement, son unité dans les temps modernes repose sur la culture. La même année, 1983, c'est extraordinaire, Mario Vargas Llosa assistait à une conférence du grand anthropologue Edmund Leach. La scène se passait à Cambridge. Et le titre de la conférence était « Literacy is doomed ». La culture livresque va périr. Ce qui se faisait et s'obtenait par la lecture allait désormais s'obtenir au moyen de projecteurs haut-parleurs et cassettes, affirmait Leach. Nous entrions dans le monde de l'audio visuel. Et à la différence des scrogneux, des schnocks, ou comme dit encore le juvénile Michel Serres, des grands-papas ronchons, Leach ne s'en affligeait pas. Il disait même, avec un sourire espiègle, que la période de literacy dans l'histoire
de l'humanité avait été très brève. Tout comme de le passé, les hommes avaient vécu en créant des cultures splendides et des civilisations sans livre, de même pourrait-il en aller dans l'avenir. Je dois déjà vous poser une question, peut-être mais tout de même, est-ce que ça veut dire que vous contestez, dans le fond, le fait que des chansons, des textes de Dylan ou de Brassens ou de Gainsbourg ou puissent être considérés comme des poèmes, ou est-ce que c'est parce que, d'ailleurs, comme l'a dit Antoine Compagnon, qui ne savait pas très bien sur quel pied danser, est-ce que c'est parce que ce serait une poésie qui ne se lit pas? Oui, ben... D'abord cela, c'est-à-dire que le jury scandinave n'a pas seulement, comme vous l'avez très bien souligné dans votre présentation, nobélisé son adolescence, il a découplé la littérature et le livre. On ne lit pas Bob Dylan en se prenant la tête, on l'écoute avec un sourire béat en fumant un pétard. On peut l'écouter sans pétard, hein, je vous assure. Oui, comme l'a dit en tout cas... avec une ironie certaine, l'écrivain américain Gary Steingart, cité dans Libération, je comprends totalement le comité des Nobel. C'est dur de lire des livres. Et les professeurs vont encore avoir plus de mal qu'hier à transmettre ce plaisir difficile, le goût de la lecture, car se réjouit la poétesse américaine Gabrielle Calvacoressi, toujours citée dans Libération, un enfant pourra maintenant amener à l'école une chanson de hip-hop ou d'un autre style musical et en débattre comme d'une autre forme de littérature. Non mais elle vous l'avez payée pour qu'elle apporte de l'eau à votre moulin. Écoutez, non. Cher Alain, non mais il faut quand même me répondre. Est-ce que je comprends cette question de la lecture, de l'encouragement à ne pas lire que constituerait ce Nobel, mais par exemple j'ai retrouvé une citation, ce qu'on appelle un blurb, vous savez ces citations élogieuses qui sont au dos des livres, donc un blurb de Philip Roth sur un livre qui avait été consacré par un très grand ponte de l'histoire américaine à Bob Dylan, et il en parlait comme et surtout il parlait en fait du fait des connexions qu'il y avait entre Dylan et la grande culture américaine, et son œuvre est d'ailleurs truffée de références littéraires. Les chansons sont... Donc ce que j'essaye juste de vous dire, c'est que peut-être, même en critiquant le choix du Nobel, on peut considérer que ces textes ne sont pas... peuvent prétendre, effectivement... Je vous en avais apporté quelques-uns, mais... Peut-être ces textes peuvent prétendre, comme vous le dites. En tout cas... personne ne lit vraiment Dylan, ce n'est pas vrai. Notre ami Olivier Rubinstein, dans tous les cas, m'a envoyé, qui est un grand amateur, m'a immédiatement envoyé 3 textes en me disant voilà, fais lire cela à Alain Finkielkraut. Donc, bon, mais écoutez, voilà. Vous me les ferez lire, oui. Mais moi, je vous citerai encore un auteur, oui. George Steiner. Oui. Il rédigeait un essai en 1970, un essai intitulé Dans le château de Barbe-Bleue, note pour une définition de la culture. Et le bureau où j'écris ce texte, révélait-il, est situé dans les bâtiments d'une grande université américaine. Et les murs vibrent doucement. À l'oreille et au toucher, environ 18 heures par jour, parfois 24. Ça n'arrête jamais. Peu importe que ce soit de la pop musique, de la folk musique ou du rock. Ce qui compte, c'est cette vibration, envahissante, du matin au soir et tard dans la nuit, brouillée par le doux bourdonnement des timbres électroniques. Toute une portion de l'humanité, âgée de 13 à 25 ans, dirons-nous, passe sa vie baignée dans ce vibrato lancinant. Le martèlement du rock et du pop se referme comme une coquille. Lire, écrire, converser, étudier, ces activités autrefois enveloppées de silence, s'inscrivent maintenant dans un champ de stridence. Avec ce Nobel, la défaite du silence est consommée, la stridence n'est plus seulement l'ambiance où est plongée la culture, elle en tient lieu. Alors pardonnez-moi, que l'envahissement de l'espace public par des sons qu'on peut plus ou moins appeler de la musique soit une chose extrêmement dommageable, j'en conviens, que vous renvoyez Steiner et vous le rock. Non, mais simplement, si vous voulez, dans la stridence, je ne suis pas d'accord, ça me choque, cher Alain. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi, mais il me semble... Si vraiment il y a une musique qu'on peut renvoyer dans la stridence,
quel que soit le plaisir qu'on peut avoir à certains moments à l'écouter, c'est le rock. Le rock vraiment s'identifie à la stridence. Et alors, revenons à la chanson. Oui. Elle avait déjà chassé la musique de la musique, parce que quand on dit musique aujourd'hui, on pense Gainsbourg, Abdel Malik, Benjamin Biolay, mais plus du tout Bartók ou Ligeti. Voici maintenant qu'elle colonise la littérature. Rien ne doit lui résister. Et quel est l'auteur américain lu dans le silence propice de la nuit ou des après-midi d'été qui fait les frais de cet impérialisme? C'est Philippe Roth. C'est Philippe Roth, bien et sûr. Là-dessus, évidemment, je vous rejoins. C'est-à-dire qu'il y a des priorités et à la fois, j'aimerais défendre après, si il nous reste une minute, quand même, que vous me disiez ce que vous pensez de l'idée d'un art populaire, tout de même, de ce qu'est Alexandre Dumas, la littérature, de ce qu'est. Mais autant, effectivement, vous avez raison, et je vous relaisse évidemment la parole pour défendre Philippe. Alors, c'est un écrivain très populaire, en tout cas, Philippe Roth, qui a un immense public, et Guillaume Erner, l'autre jour, à France Culture, a demandé à Antoine Compagnon, que vous venez de citer, professeur de littérature française au Collège de France, si ce n'est pas pour des raisons politiques que le jury Nobel s'obstine à ne pas honorer l'auteur de la tâche. En effet, ainsi que Milan Kundera. En effet, a répondu Le Ponte. Oui. Et a-t-il ajouté en substance: j'aime Philippe Roth, je dis Philippe Roth, mais il n'y a pas à s'en offusquer. Il a même assuré le Nobel de sa bienveillance, car ces temps de droitisation, de trumpisation, il fallait réagir. Donc, si vous voulez, que les Nobel censurent un immense écrivain et qu'il porte un coup mortel à la civilisation du livre, peu importe, Dylan est de gauche, avec Dylan, The Times, They Are A-Changing. À voir ainsi la littérature abandonnée et trahie par l'un de ses plus illustres professeurs, j'ai envie de monter sur mes grands chevaux. Mais cette solennité est tellement prévisible que je m'arrête. Je crois qu'il est temps d'aller coucher. Papy Scrogneux. Non. Encore 2 minutes, Papy Scrogneux, pour répondre. D'abord, Dylan, chanteur de gauche, évidemment, ses premières chansons sur la guerre du Vietnam, il commence comme ça, mais je trouve réellement que vous ne pouvez pas. Dylan ne chante pas des tracts. Vraiment. Non. Mais ça, je suis pas des tracts. Attendez. Ce n'est pas un bête artiste de gauche. Elisabeth, voilà. Là, il y a simplement un malentendu. Oui. Je dis simplement qu'il est présenté par Antoine Compagnon comme une sorte de réponse. Donc, de la part des Nobel, selon lui, c'est un tract, c'est une réponse à la droitisation. Mais je ne réduis pas Dylan au message que Antoine Compagnon croit voir se dessiner dans le choix des Nobel. Oui, c'est pas, vous ne le réduisez pas à ce qu'en font ces turiféraires. Avant juste de passer à la deuxième question, répondez-moi tout de même à cette question. Est-ce que pour vous, si vous voulez, il y a une espèce d'oxymore dans l'idée d'un art populaire? C'est un peu ce qu'est la chanson, c'est vrai. Non, pas du tout. Est-ce que... Pas du tout. Enfin, je ne crois pas. Je ne sais pas si vous êtes un auditeur de Brassens, par exemple. Mais justement, j'ai beaucoup écouté ce qu'on appelait autrefois la chanson Rive Gauche, qui a complètement disparu de notre horizon. Oui, c'était pas le rap. Et bien sûr, c'était pas le rap. J'écoutais Brassens, j'écoutais avec peut-être plus d'affinité encore Léo Ferré, malgré son cabotinage. Mais justement, ni Brassens, ni Léo Ferré, ni Gainsbourg que j'ai cité tout à l'heure, ne se prenaient eux-mêmes pour d'immenses poètes. Ils savaient mettre en musique les poètes, mais ils savaient aussi que la chanson
qu'ils pratiquaient magnifiquement était un art mineur, et ils auraient été les premiers étonnés et sans doute même désolés de se voir décerner le Nobel. D'ailleurs, il n'est pas sûr que Dylan soit enchanté. Oui, il n'a pas du tout réagi. Pas du tout. Mais cette nobélisation de la chanson plonge aussi la grande poésie américaine, c'est-à-dire Wallace Stevens, c'est-à-dire William Carlos Williams, dans un oubli définitif. Eh bien moi, je prétends tout de même, pour connaître encore aujourd'hui par cœur des textes et des textes de Brassens, par exemple, dans lesquels j'ai aussi appris des musiques, de la langue, des sonorités, vraiment, je prétends que ça peut être considéré vraiment comme de la poésie. Je ne le nie pas, je ne le nie pas, mais enfin, je veux dire... Alors, pour la question, qu'est-ce que la littérature, nous attendrons peut-être la prochaine... Le prochain pas de côté, peut-être les prochains prix littéraires français nous permettront de répondre à cette question, vous permettront, cher Alain. Venons-en au document publié par les évêques de France et lancé jeudi par une une solennelle du Monde, intitulé, me semble-t-il, le cri d'alarme des évêques de France, en très gros, intitulé « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». Ce texte, adressé à tous les Français, est aussi un sermon et même peut-être une engueulade déguisée pour les catholiques, implicitement critiqués pour leur attachement excessif aux racines chrétiennes de notre pays. Et il nous demande donc ce texte de faire en somme un effort pour mieux accueillir et pour faire place non seulement aux autres hommes, mais aussi à leur culture. Je n'ai pas lu l'intégralité du texte, Alain, j'ai lu simplement les extraits, mais voilà ce que j'en ai compris. Alors quand ils appellent à la fraternité humaine et qu'ils se soucient des musulmans, du sort des musulmans dans notre pays après les attentats, est-ce que les évêques sont dans leur rôle ou pas ? Ce que je constate, c'est que ce conseil permanent de la conférence des évêques a publié un texte, vous en avez appelé le titre, mais il faut s'y arrêter. Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. On n'a quand même pas besoin d'avoir lu Carl Schmitt pour savoir que l'une des qualités premières du politique, c'est de savoir distinguer ses amis de ses ennemis. Or, cette qualité manque à l'Église d'aujourd'hui, car pour elle, l'autre n'existe jamais que sous les espèces du pauvre. Elle n'en démord pas, même quand un prêtre est égorgé dans son église. Le 31 juillet, Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen, disait dans son homélie, en mémoire du père Jacques Hamel, « Vu d'Afrique, de Chine ou du Moyen-Orient, notre société occidentale n'a-t-elle pas le visage de l'homme riche de l'Évangile. Elle démonte ses greniers pour en construire de plus grands, elle démolit ses voitures, ses maisons, ses magasins pour en construire de plus grandes, elle passe de la 3G à la 4G, elle jette ses téléphones portables pour en acheter de plus sophistiqués, elle ferme ses usines pour en construire de plus rentables ailleurs. N'en est-il pas de même avec certains appartements de Saint-Étienne de Rouvray? Le progrès et la richesse sont folies s'ils ne sont pas partagés. La soif de posséder est une idolâtrie, dit saint Paul. Qui peut nier qu'elle contribue à la guerre entre les hommes, parfois d'une même famille, ou en tout cas d'un même peuple? Et Monseigneur Poutier, que vous avez lu comme moi dans Le Monde, il renchérit en ces termes. Il dit, parmi les catégories de ceux qui ont du mal à se sentir partie prenante au contrat social, il y a évidemment les personnes d'origine étrangère, en France depuis peu ou depuis plusieurs années, qui n'arrivent pas à trouver leur place. Ainsi, les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité sont brandies de manière incantatoire et elles semblent sonner creux pour beaucoup de nos contemporains sur le sol national. Je le cite, je vais continuer de le citer très brièvement parce que Monseigneur Poutier parle du parcours de ceux qui sont partis combattre en Irak et en Syrie pour dire... Il dit pas qu'il les respecte, Non, il ne dit pas qu'il les respecte, mais il dit que ce sont des jeunes déstructurés. Il les comprend. Ah oui. Puisque ce sont des jeunes déstructurés qui n'ont pas trouvé de place dans la société et ils se demandent donc pourquoi l'intégration n'a pas pu s'opérer, comment
notre société a laissé une partie de sa jeunesse se perdre dans de telles aventures mortifères et meurtrières. Donc, en guise de leçon de politique, l'Église de France nous explique que c'est l'agressé qui est coupable de l'agression dont il est victime, et en guise de dialogue théologico-politique avec l'islam, elle nous invite, sous les applaudissements de l'Église médiatique, à la soumission compassionnelle, à l'amour que de bêtises on commet en ton nom. Il ne s'agit pas seulement... Vous qui aviez constaté quand le pape s'est insurgé contre la théorie du genre récemment, vous avez constaté avec une très drôle formule que le pape des journalistes était pour l'instant redevenu le pape des catholiques, ce qui indignait beaucoup les journalistes d'ailleurs. Donc ce que vous nous dites, c'est que maintenant l'Église de France, elle, est bien l'Église des journalistes. Je constate, pour parler comme Frédéric Lordon, qu'il y a une convergence des luttes. mais Papy Scrogneux fait de grands progrès. Mais en tout cas, il ne s'agit pas seulement de tendre l'autre joue, mais de la frapper nous-mêmes. Voilà le programme qui nous est offert. Et je ne connais pas de meilleure réponse à ce monument d'un politique qu'est le texte des évêques de France, que le livre de Majid Cherfi, le parolier du groupe Zebda, Ma part de Gaulois. Parce que ce que montre... Majid Cherfi, qu'il fera à réplique samedi la semaine prochaine, voilà, vous savez tout. Ah bah oui, je sais tout, car j'ai écouté réplique hier. Ce que montre ce Majid Cherfi, c'est ce que dévoile, en tout cas, ce qu'il nous dévoile de son adolescence, de son enfance et de son adolescence, dans les quartiers nord de Toulouse, c'est que la France n'est pas du tout responsable de la violence qui lui tombe dessus. Nous sommes à la fin des années 70 et ce sont déjà les territoires perdus de la République. Le petit Majid Cherfi, le lycéen Majid Cherfi, aime les livres, mal lui en prend. Il aime la littérature, il aime Maupassant, il aime Flaubert. Il est donc traité de pédé par son groupe, par la majorité, par son environnement. Et une jeune fille des quartiers de Toulouse est surprise en train de lire par son frère et son père. Ceux-ci la frappent, la corrigent et l'envoient à l'hôpital. Et l'on comprend que la violence vient dans ces quartiers de la situation faite aux femmes par le monde arabo-musulman. Voilà l'origine de la violence. Et de la situation, dans les exemples que vous citez, faite à la lecture. À la lecture en tant que plaisir féminin. Il est traité, il n'est pas seulement traité de bouffon, il est traité de pédé. Marx a dit une chose, excusez-moi, personne n'est plus profondément puni que l'homme du fait que la femme est réduite en esclavage. Ah, ça c'est... Qui a dit ça? Marx. Ah bah ça alors. Ça c'est... Alors celle-là je vais la garder. Vous pouvez la répéter? Personne n'est plus profondément puni que l'homme du fait que la femme est réduite en esclavage. Je vais l'envoyer à Éric Zemmour de ce pas celle-là. Mais simplement j'ai besoin de poser une question, il est 28. Mais elle est finie, mais allez-y. Non, mais simplement, dans un entretien à Mediapart, Majid Cherfi disait, tout récent, je ne suis pas sûr qu'un beurre puisse entrer dans un quartier en tenant la main à une barrette. C'était inimaginable il y a 30 ans, et cela le demeure. À une barrette, oui. Mais une beurette. Vous avez dit une barrette. Une beurette. Mais je voudrais ajouter un petit mot pour les 2 minutes qui nous restent. J'ai pas une question quand même. Non, mais parce que il me semble, la tension il y a une tension, si vous voulez, qui est, me semble-t-il, un peu intrinsèque chez les catholiques, si vous voulez, entre la nécessité de la défense, disons, d'une forme d'identité catholique ou chrétienne, et effectivement les évangiles, le texte des évangiles, l'ouverture, l'accueil, le frère blessé. Donc, il me semble que cette tension existe. Mais accueillir le frère blessé, c'est le sortir de son ornière culturelle. C'est cela le geste qu'il faut faire aujourd'hui vis-à-vis des musulmans, que l'on soit catholique et laïque. Je voudrais simplement ajouter un mot, parce que c'est incroyable.
Mejid Cherfi, dans cet article de Mediapart, cet entretien, décrit ainsi la mythologie dans laquelle vivait son père. Son père disait, ou pensait, « Je fais des enfants pour grossir l'armée arabe devant la défaite de 48 face à Israël. Si bien que quand il a eu des jumeaux, son père exultait, « Waouh, 2 d'un coup !» pour l'armée de libération. C'est du Erdogan. Je rappelle que Mejid Cherfi est d'origine algérienne. Il est d'origine algérienne. Voilà comment raisonnait son père. Et je trouve que ma part de Gaulois, c'est l'angle mort de l'Église de France et de l'Église médiatique. Alors certainement, mais en même temps, on a très envie d'écouter réplique, parce qu'en même temps, c'est aussi une réponse. Ce que dit Mejid Cherfi, finalement, il a quand même lu Flaubert. C'est une réponse. Et il a lu Flaubert contre son père, en quelque sorte. Il a lu Flaubert, et c'est une réponse qu'il fait. Et en même temps, ce qui est assez fascinant chez lui, c'est le contraste qu'il y a, l'opposition, l'antagonisme douloureux entre son récit et son discours. Oui. Parce qu'il tient le discours de la plainte, du grief, de la créance, de la discrimination, et son récit ne cesse de contredire ce discours. Eh bien, écoutez, je me réjouis d'entendre son dialogue avec Malika Sorel samedi prochain. Alors, peut-être que je vous apporterai la semaine prochaine un disque de Dylan, même si un disque aujourd'hui, un disque en soi, c'est déjà vintage. Ça n'existe plus. Vous apporterez un CD de Dylan, on écoutera la semaine prochaine Dylan. Ça m'évitera d'avoir des insomnies la veille de l'émission pour les préparer. Oh, bah, d'accord. Voilà. Et on n'aura peut-être même pas besoin de venir. Mais si, nous serons là. Nous serons là pour écouter Bob Zimmerman. Et en attendant, on pourra réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info, et on peut toujours vous lire dans Causeur. Et je vous souhaite, cher Alain, et à vous tous, chers auditeurs, de bonnes fêtes de Sukkot. Chag Sameach, cher Alain Finkielkraut, et à dimanche prochain.